Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste pluridisciplinaire. Ces artistes qui incarnent le tout quitter pour devenir artiste, moi j'aime ça. Chant, théâtre, comédie musicale et même doublage. Prisca Desmarais a plus d'un arc à son talent. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à devenir artiste puisqu'elle exerce une profession totalement différente. Je ne vais pas spolier, c'est elle qui va nous en parler. Prisca Desmarais, bonjour. Bonjour Soledad. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de te recevoir. La devise de ce podcast est « Ose devenir l'artiste dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ? C'est génial, c'est ma vie ça. C'est ma vie, c'est ma devise, deviens qui tu es, c'est vraiment ça. Et donc c'est l'artiste et l'humain que tu es. Et ça me fait énormément penser à ton spectacle Coquelicot. Petite, tu rêvais de quoi ? Voilà, c'est très rébarbatif en fait. J'étais artiste. Ah, tu savais déjà que tu allais être artiste. Mon Dieu, en fait, je pense que j'ai embêté mes parents tout le temps en voiture pour aller chez mes grands-parents. Je passais mon temps à inventer des chansons et à chanter à tue-tête. Quand j'arrivais chez les grands-parents, on me mettait debout sur un tabouret pour que je chante. Tu viens d'une famille d'artistes ? Pas du tout. Ah, ok. Pas du tout. Mais je suis le petit électron libre, la petite dernière qui arrive par accident bien après les autres et qui est quelqu'un qui fout le bazar dans la famille en fait, qui fait rien comme les autres. Uh-huh. Les autres sont toutes bien sages, elles font tout ce qu'il faut comme il faut. Et moi j'arrive et je fais tout exploser. Et donc voilà. Alors j'aime bien dire que pour moi on ne devient pas artiste, on l'est profondément. Et c'est important pour tous ceux qui veulent devenir artiste parce que le métier est tellement difficile. Si c'est devenir artiste comme on devient plombier, c'est pas possible. Il faut vraiment être artiste profondément, que ce soit dans le sang, ça bout dans le sang, ça bouillonne, on peut pas faire autrement. Et dans ces cas-là, on tiendra le coup dans ce son milieu. Quotidien. Alors, raconte-nous le début de ta carrière. Comment tout a commencé ? Alors, complètement parcours atypique parce que moi donc dans ma famille on n'est pas du tout artiste et quand j'arrive et que je leur dis je veux être comédienne, chanteuse et danseuse dans des comédies musicales, c'est gloops, non. Il y a combien d'années ? Parce que les comédies musicales, on connaissait peu, c'est relativement récent. Oui et non, parce qu'en fait, comme j'ai dit hors antenne, en fait, moi j'étais complètement amoureuse des États-Unis depuis toujours. Je pense que je suis née avec un comportement américain, je sais pas, et donc à 6 ans, je suis tombée amoureuse des comédies musicales avec West Side Story. Incroyable, mais oui. Et mes parents me disait le matin, est-ce que tu peux ne pas faire de bruit quand tu te réveilles ? Parce que moi, je démontais la maison quand je me réveillais à 6 ans. Et du coup, on m'a demandé de ne pas faire de bruit. Donc, on m'a dit, tu descends dans la salle de télé, tu regardes une petite vidéo, ce que tu veux. Et je regardais tous les jours West Side Story. Donc, ils ont cru que j'avais un tempérament morbide. Parce que quand ils arrivaient, c'était toujours la mort de Tony. Et moi, je regardais pas quelqu'un qui mourait. Je regardais des gens qui dansaient, qui chantaient, qui s'aimaient. Et c'était ça ma vie. Et c'était évident. Donc, j'ai su tout de suite que c'était ça. Bon, après, du coup, je me suis confrontée à la réalité familiale où c'était, tu vas faire un vrai métier. Et la deuxième rencontre dingue, c'est une autre comédie musicale, c'est Les Misérables. Et là, j'étais en Angleterre avec ma famille anglaise et j'ai dit en sortant, j'ai rien compris, mais j'ai tout compris. Et j'étais en larmes. Et j'ai dit, c'est ma vie, c'est ça que je veux faire. Donc, je suis revenue à la maison, j'ai dit à nouveau, c'est ça que je veux faire. Et on m'a fait, écoute, non, c'est clairement non. Du coup, ça a pris tout un temps, un parcours un peu, comme c'était non et qu'il n'y avait pas le choix. J'ai fait un métier qui me permettait de me servir du chant, de la danse, du théâtre, de l'artistique, de la poterie, de la peinture, de l'humain. Et c'était de la thérapie par le corps et la psychomotricité. J'ai adoré ce métier.
J'ai adoré. J'ai travaillé avec des parents en difficulté, des jeunes enfants. J'ai travaillé en prévention. J'ai travaillé avec de jeunes polyhandicapés. Et souvent, je me servais de ma voix, je chantais pour travailler avec eux. Et je fais de l'accompagnement de fin de vie aussi, en chantant, en tenant la main de quelqu'un, en l'accompagnant justement pour que ce passage soit plus doux. Voilà, bon bref, un parcours dingue. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ma meilleure formation artistique. Finalement. Ouais. Donc des concessions qui t'ont amené à pratiquer un métier. Bon, tu as trouvé un petit peu comment exercer ce métier de façon artistique, mais ce sont des vraies concessions. Tu as renoncé Oui. à ce désir de vie d'artiste et tu es même partie à La Réunion par amour, c'est ça ? Alors, par amour, je ne sais pas si c'est vraiment... officiellement, oui, c'est par amour, mais quand je relis avec du recul, c'est surtout que c'était quelqu'un qui m'emmenait à l'autre bout du monde et que à 9000 km, c'est ce que je raconte dans Coquelicot, à 9000 km, là, j'ai pu faire exploser le corset. Voilà. Et là, tu te mets à chanter, à danser. Alors, je chante pieds nus dans les bars. Uh-huh. Et on ne peut plus m'arrêter. Donc, en fait, je me suis mariée parce qu'on n'avait pas le choix. Non, quoi, il fallait vraiment... Une femme devait se marier dans ma famille pour être elle-même, avoir le droit d'avoir son rôle de femme. Et son rôle de femme, c'était de se marier, d'avoir des enfants. Et voilà, j'ai tout fait comme il ne fallait pas. Donc, je me suis quand même mariée. Et j'ai explosé là-bas. Et mon pauvre mari, il m'a suivi quelques fois dans les bars. Il se demandait ce que c'était que cette énergumène. Il n'avait pas épousé ça. Le pauvre, franchement, si un jour il m'entend, je pense que je dirais je suis désolée parce que franchement... Et tout ça, tu le racontes merveilleusement bien dans Coquelicot. Je ne suis pas une rose qu'on coupe pour la laisser mourir dans un vase. La devise du spectacle. Ouais. Je suis Coquelicot. Libre et forte dans toute ma fragilité. Alors, raconte-moi, je voudrais savoir ce spectacle merveilleux qui va... Là, c'est la dernière jeudi. Ce sera passé quand le podcast sera diffusé. Mais juin, tu seras tous les vendredis et tous les samedis au théâtre de la Contrescarpe à 21h. 21h le vendredi, 20h30 le samedi. Alors, ce spectacle, raconte-nous, de quoi ça parle ? C'est une urgence. C'est une urgence après avoir servi les rôles déjà écrits pour d'autres. J'ai eu la chance de faire des super beaux rôles en comédie musicale, qui était mon rêve. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de parler au public, j'ai envie de rencontrer le public. J'ai envie d'aller leur parler de cœur à cœur. Et donc, ça parle on part de mon expérience de vie. Et petit à petit, on retourne le miroir avec beaucoup d'amour envers le public pour dire « Bon, là, c'est bien gentil, on parle de moi et on se marre depuis tout à l'heure, vous foutez bien de ma gueule et c'est bien, c'est le but. N'empêche qu'on parle de vous aussi. » Et c'est vraiment un hymne à la joie, un hymne à la vie, un hymne à être soi. Et la grande devise, c'est « Deviens le coquelicot que tu es ». C'est deviens qui tu es. C'est cette petite fleur qui pousse là où elle a envie et pas là où on la plante. Et qui est une tache de couleur au milieu d'un champ de blé jaune. C'est une tache rouge au milieu d'un champ de blé jaune. C'est le mouton à 5 pattes. C'est celui qui s'autorise à être. En fait. Celui qui s'autorise à être. Alors, tu as entièrement écrit ce spectacle et tu as un mécène. Raconte-nous ça, c'est extraordinaire. Raconte-nous cette rencontre. Alors comme je fais un peu tout à l'américaine, sans le vouloir à la base, j'ai pas trouvé de producteur pour lancer Coquelicot. Et un jour j'en parle. D'abord j'avais rencontré, c'est une femme, Véronique Blanchet, qui est ma mécène. Et on s'est rencontrés sur une plage en vacances avec des amis. Et elle me regardait avec une tête tellement sérieuse que je me suis dit, elle m'aime pas. Elle m'aime pas, je m'en fous, je l'aimerais quand même. Et ça a été une rencontre artistique, philosophique, psychologique. C'est un grand ponte en médecine, puisqu'elle a accompagné la fin de vie, la douleur. Et aujourd'hui, elle est à la retraite. Et on a toute cette recherche, cette quête de l'humain en commun. Et c'est une femme qui adore l'artistique, donc elle écoute énormément de musique. Et voilà. Elle était venue voir mon premier seul en scène et elle m'a dit, écoute, moi je veux produire ce spectacle. Je viens d'hériter, donc je produis ton spectacle.
Et là, elle s'est lancée dans cette aventure folle. Je pense qu'il y a des jours où elle doit se demander pourquoi elle s'est jetée là-dedans, parce que c'est tellement complexe. Elle a monté une boîte de prod. Elle est incroyable. Mais c'est une chance unique. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Elle a vu le spectacle, je ne sais pas, une vingtaine de fois. On l'a monté. Donc là, on est à la 47e. Et elle est tout le temps là, elle regarde, elle suit, elle me booste quand je me dis oh là là c'est compliqué, est-ce qu'on va y arriver. Elle y croit quand moi j'y crois plus. Et voilà, et elle continue. Et c'est une rencontre hasardeuse sur la plage. Non, en fait, j'allais à un pique-nique et j'avais pas envie d'aller à cette soirée. J'étais bien chez moi en famille, en vacances, et je me suis dit, on m'a appelé en disant, mais viens, il y a un super pique-nique sur la plage, et j'avais pas envie. Et donc j'y suis allée, et en plus il faisait froid ce jour-là sur la plage, donc vraiment ça me gavait d'y aller. Et elle aussi, ça l'a gavée. Donc elle était dans un coin avec sa chienne, et moi j'étais dans un coin avec la mienne. Ah, génial. Et la mienne en plus a sauté sur la sienne a eu peur, elle s'est barrée. Donc ça a été vraiment une rencontre un peu hasardeuse au début, et finalement ça a été extra quoi. Revenons à ta carrière. Tu as eu des rôles extraordinaires dans des magnifique comédie musicale. Tu as notamment obtenu un rôle mythique, celui de Grisabelle, le rôle principal dans la version française de Cats au théâtre Mogador. Comment as-tu décroché ces rôles? Tout d'abord, avais-tu fait une formation? Tu t'es formée à la comédie musicale? Oui, quand je suis revenue à Paris, donc quand j'ai quitté La Réunion, j'avais fait du coup de la radio, beaucoup de chants là-bas, des concerts, et j'avais fait une comédie musicale. Il fallait que puis tu quittes Paris pour pouvoir t'exprimer. C'est-à-dire que sur l'île de la Réunion, là où personne ne te connaît, tu as osé exprimer ton talent. Et... J'ai eu un culot incroyable là-bas. Ouais. Loin des regards parisiens, loin de ta vie française. C'est fou, hein? Et là-bas, j'ai fait plein d'interviews d'artistes de métropole, hyper connus. Et à chaque fois, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, si tu veux grandir, tu vas être obligé de t'exporter. Va à Paris, forme-toi, reprends tout à zéro. Et j'ai quitté mon boulot de psychomotricienne que j'adorais. Et je suis partie. Alors là, pour le coup, j'ai suivi par amour. Ah. Ouais, je suis rentrée par amour. Et en me disant, qu'est-ce que je vais faire à Paris? J'avais peur. C'était, en fait, moi, je suis de Lille à la base, Lille d'un Schnorr. Très bien, je suis une ch'ti. Ouais. Et j'avais peur de Paris, c'était trop grand, c'était effrayant, il faisait froid. Je venais de La Réunion, du coup, entre-temps. Donc, et j'ai été à l'école de Raymond Aquaviva, en théâtre. Ouais. Génial Raymond, et j'ai pris plein de cours particuliers de chant, et au fur et à mesure je me suis lancée dans les castings. Alors, premier souvenir de casting, tu t'en rappelles? Le premier, alors c'est avec Elie Chouraki. J'arrive en finale du casting avec Elie Chouraki. Et il est venu me voir. Alors moi, en plus, comme je chantais pieds nus à La Réunion, à chaque fois que j'arrivais en casting, j'enlevais mes chaussures, je me mettais pieds nus. J'avais toujours la même. Je m'habillais tout en noir avec vraiment. J'osais ma fragilité. C'était pas forcément la bonne chose à oser. Et Elie Chouraki m'a regardée en me disant, je l'avais fait pleurer en chantant. C'était pour Gladiateur, la comédie musicale. Et il est venu me voir en me disant. T'es venu te mettre dans un milieu tellement difficile, ça sera tellement dur, je te souhaite plein de courage, mais je voulais juste te dire que tu viens de me faire pleurer, tu m'as émue à un point dingue et t'as vraiment quelque chose de dingue, ne lâche pas, mais je ne peux pas te prendre. Le casting était déjà sans doute fait, mais j'ai jamais oublié ça. Mon premier casting à Paris, j'ai terminé... dans les plus gros castings, c'était énorme. On était filmés, c'était hallucinant le final. Et Cats, 2015-2016. Ouais, alors là, c'est pareil, c'est une histoire hallucinante. Et je me dis qu'aujourd'hui, je n'aurais pas réussi avec les méthodes actuelles, je n'aurais jamais eu ce casting-là. Parce que j'arrive... pour ce casting, alors qu'ils cherchent a priori surtout une doublure, et moi je me dis, j'ai pas envie d'être doublure, je vais juste leur montrer que je chante encore, que je suis toujours là, mais Cats m'attire pas spécialement plus que ça, et je vais faire le casting avec une chanson des Misérables, parce que je trouvais que c'était un peu le même style de personnage, et j'ai fait pleurer tout le jury, et le directeur musical anglais
a pris la vidéo et il l'a envoyée direct à Andrew Lloyd Webber, le compositeur. Donc, ça a grillé tout le parcours, en fait. C'est d'un seul coup, ce passage qui les a émus aux larmes. Ce directeur musical a dit « c'est elle et il faut qu'Andrew la voie ». Voilà comment ça s'est passé. Et après ça, effectivement, le metteur en scène Trevor Nunn, qui est le metteur en scène original de Cats, quand il est venu pour la finale, mais j'avais déjà fait plusieurs tours entre-temps, et quand il est venu pour la finale, il a dit bon, bah, oui, c'est elle. Incroyable. Il a validé. Mais ce sont les Anglais qui m'ont validé à la base. Et raconte-nous aussi Bond symphonique. Ça, c'est génial. Alors ça, c'est génial. C'est génial. Avec ton amie Gwendal Marie Moutou. Oui. Raconte-nous. Alors là, c'est là pour le coup, ils m'ont appelé pour me demander si j'étais prête à passer un essai. C'est Stéphane Letellier qui est un des producteurs. C'est produit donc par Joseph Aragorn, qui est ma prod production, et il était assisté par Stéphane Letellier. Et Stéphane Letellier m'appelle en me disant est-ce que tu accepterais de passer un casting pour chanter les plus grands génériques de James Bond? Je réfléchis 2 secondes, bah, évidemment. Donc génial. Et ça s'est passé chez moi. Ils m'ont fait chanter les 2 extrêmes opposés, Skyfall d'Adèle et GoldenEye Tina Turner, qui passe de la cave au grenier au niveau de la voix. Et à la fin, ils m'ont regardé en disant bon, bah voilà, c'est bon. Et c'est parti. C'est parti. Donc ça fait, on a fait une première saison, on est à la saison 2 là. Première saison, c'était Damien Sargue qui faisait donc le James Bond. Et on a été interrompu par la force de Monsieur Covid. Voilà. Et donc on a repris là cette année avec Gwendal, puisque Damien était parti en Chine pour Roméo et Juliette qui reprend. Et je suis hyper heureuse de retrouver Gwen, parce qu'on se connaissait, on avait fait des lectures d'un spectacle ensemble. Et je l'adore. Quel succès il a actuellement. Oh, mais c'est normal. C'est Finalement, un grand soleil. Ta vie, ce sont des concours de circonstances, des rencontres, un désir profond. Et Coquelicot, ce spectacle, c'est toi, à 100%. Avec cette transmission, en fait, c'est oser devenir celle dont vous rêvez. C'est bien le slogan de notre podcast. Mais c'est génial. Il faut venir, du coup. Alors, tu oses avec audace. Il y a un sujet dont tu n'aimes pas parler. C'est l'âge. Ah, oui. On n'arrive pas à... Quand on recherche des infos sur toi... Impossible de le trouver. On ne trouve pas. Ouais. Pourquoi ? Alors, pas parce que j'ai peur de mon âge, parce que moi, je suis très bien dans mon âge et très bien dans ma féminité avec cet âge-là. Le truc, c'est que le monde n'est pas prêt, et notamment les hommes ne sont pas prêts. Et je parle de ça dans Coquelicot en disant, mais on passe sa vie à se battre contre des étiquettes qu'on nous scotche sur le front. Et moi, je dis à mes élèves, parce que j'enseigne le chant et je coach aussi en acting, et je leur dis, mais c'est facile de dire j'ai 23 ans sur les réseaux sociaux. Minette, dans 20 ans, quand ce sera 43, qui va s'inscrire ? Tu l'assumeras beaucoup moins, et c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport aux autres. Parce que là, par exemple, en ce moment, alors que je me suis protégée de ça depuis mes 20 ans, je donne pas mon âge, et je me suis protégée de ça justement pour pas subir ces étiquettes. Et en ce moment, parce que justement j'ai fait le rôle de Grisabelle, qui est une vieille chatte dans Cats, et ben je me prends, bah oui, mais t'es trop âgée. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que je dégage comme l'âge est un numéro. Tu vois, moi, à l'inverse de toi, numéro. J'ai toujours osé donner mon âge. Et là, j'en reviens un peu. Parce que finalement, il est vrai, cette injustice qui est que les hommes, un homme à 50 ans est plutôt charmant. Et à 50 ans, une femme, ça devient plus compliqué. Alors, je dis pas que toi, tu as 50 ans. Hein. Moi, c'est moi qui est celle qui a 50 ans. Mais j'en parle dans Coquelicot aussi. Je dis, qui a dit que les hommes vieillissaient mieux que les femmes ? C'est une légende urbaine, ça. Parce qu'il faut regarder comment les hommes vieillissent. Et je parle des applis de rencontres, notamment. Et qui n'a pas utilisé les applis de rencontres ? Mais je parle de ça en disant, mais faut arrêter de rêver. Les hommes de 50 ans, 40 ans sont pas du tout aussi beaux qu'on le croit. On les voit à la télé, oui, il y en a des beaux, mais c'est des artistes. Et je suis désolée, moi, je trouve que les femmes
de plus en plus prenne soin d'elle et qu'elle mûrisse avec beauté, avec charme, et que c'est un truc de mec qu'on nous a mis dans la tête. C'est un truc de mec. Mais oui. Tu incarnes la liberté et l'audace, tu incarnes l'envie et surtout la bienveillance empathique et la transmission. Aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que tu referais tout pareil ? Sans doute. Je le dis avec une toute petite voix, j'aime bien parce que d'un seul coup, c'est sans doute. Sans doute. Bah oui, parce que c'est un parcours qui est dur, mais je pense que le parcours artistique est dur. Mais je pense que je suis aussi je suis modelée de toute cette terre, de toute cette vie, de tous ces changements, de tous ces passages. Donc oui, sans doute. Et justement, ce spectacle Coquelicot, c'est bien le besoin d'éveiller constamment. Éveiller les consciences. Éveiller les consciences. Et si on parlait des castings, tu passes beaucoup de castings ? Alors, j'aime de moins en moins passer les castings. Parce que tu as quand même choisi, tes débuts, c'est la comédie musicale, qui était peu connue. Être un artiste pluridisciplinaire en France, c'est pas facile. Non. Tu sais que les Français, on aime bien mettre les gens dans les cases. Oui. Donc, on connaissait peu ce métier. Être bon dans les 3 disciplines, c'est compliqué. Des directeurs de casting dans la comédie musicale, Bruno Berberès, enfin, il y en a peu, finalement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et quel type de casting ? Tu passes des castings en tant qu'actrice, en tant que comédie musicale ? Quels sont les castings que tu passes ? Alors, là, en ce moment, j'ai arrêté les castings très longtemps. Là, je me suis remise il n'y a pas longtemps. Ça a été une claque magistrale. Mais alors, magistrale. Parce que un peu comme on nous a fait croire que quand il y avait le Covid, tous les prix ont augmenté dans les magasins. Et on nous a dit, vous inquiétez pas, ça va redescendre après. Non, ça ne redescend pas. De la même manière, quand on arrivait sur un plateau télé pour faire un journal télé, etc., on nous a dit, il n'y a plus de maquillage, il n'y a plus de coiffure, mais vous inquiétez pas, ça va revenir après le Covid. Le maquillage est revenu, pas la coiffure. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été mis dehors. Et bien de la même manière, on s'est retrouvés pendant le Covid, on va faire des castings par vidéo, vous inquiétez pas, ça va revenir comme les après. Fameuses self-tapes. Voilà, moi j'appelle ça des sex-tapes. Parce que c'est complètement... je suis en colère. C'est l'ouverture à n'importe quoi. C'est-à-dire que le directeur de casting qui regarde ça, il a tout pouvoir. Je me fais pas d'amis en disant ça, hein, mais tant pis, parce que j'en ai déjà... tant pis. Il a tout pouvoir. Et je me souviens d'un casting que j'ai fait en 2005. J'avais été faire un casting pour Sol en cirque. Le directeur de casting, je dirais pas qui c'est. Le directeur de casting ne voulait pas me voir parce que il avait décidé, il m'avait dit, de toute façon, toi, tu as une voix à la Judy Garland, donc c'est pas à la mode. J'ai fait, merci, parce que moi, j'adore. Ouais. Donc, si c'est ça, être nul, merci. Et donc, il voulait pas que j'aille à ce casting-là. Et ma prof de chant connaissait l'auteur. Des chansons de Sol en cirque. Il y en a une notamment que je reprends dans Coquelicot, qui est La Tordue, c'est magnifique, c'est Jean Marilot. Et donc, elle connaissait Jean Marilot qui prenait des cours chez elle, donc elle a réussi à me faire passer au casting. Et je suis arrivée à un deuxième tour, devant, directement, le metteur en scène, Jean-Louis Grinda, et Jean Marilot, l'auteur. D'accord. Et les deux me regardaient bouche bée parce que je chantais La Tordue de Jean Marilot et lui, il était ému aux larmes en regardant ce que je faisais. Alors que le directeur de casting était blasé, me regardait en faisant « Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'elle fait ?» Et il les a regardés en faisant « Ah, mince !» J'ai été prise, non pas pour jouer ce rôle-là, mais pour jouer quelque chose de plus énorme à Liège parce que le metteur en scène m'a appelée en me disant « Je te prends pas sur celui-là parce que je te veux dans Titanic à Liège. » Et si ça s'était arrêté à donc, les self-tapes aujourd'hui, je n'aurais pas pu passer. Je n'aurais jamais été prise. Mais de la même manière, à Cats, je n'aurais jamais été prise parce que je n'aurais pas été vue par les Anglais. Et de la même manière, pour Avenue Q, le directeur musical a dit en sortant en finale de casting, donc on faisait 6 tours à l'époque, les castings, ça durait 2 mois.
Ouais. Et donc, on faisait 6 tours, 8 tours de casting. Et au dernier, il dit non, mais on voit ses veines quand elle chante. Du coup, elle tiendra pas. Vocalement, elle tiendra pas. Ça va craquer. Bon, finalement, la prod a décidé que c'était lui qui partait. Et moi, j'ai été prise. Mais si c'est lui qui avait décidé sur une vidéo, je pouvais pas me défendre. Donc, pour moi, c'est la porte ouverte à tous les excès, à tous les abus de pouvoir. Et dernièrement, j'ai envoyé une vidéo où... il me semble que le rôle, franchement, je voulais pas arriver en finale. Moi, je voulais juste avoir la possibilité d'aller à un premier tour. Pour un rôle qui est... Tous les gens qui me connaissent disent c'est évident que tu peux aller faire ça sans problème. Ben, j'ai même pas eu accès à un premier tour. C'est-à-dire qu'on m'a juste envoyé un mot en me disant si vous n'avez pas de nouvelles au 27 mars, c'est que vous n'êtes pas retenu. Mais je me dis, mais normalement, avec le CV que j'ai, j'aurais déjà dû être convoquée par un directeur de casting qui fait son travail. Je suis en colère et je me grille en disant tout ça. Mais en même temps, je me grille pas, parce que de toute façon, voilà. Pas. Mais s'il avait fait son travail, il disait déjà, je vous amène une vingtaine de nanas qui, sur Paris, peuvent faire ce rôle. Et après, effectivement, on peut passer par les self-tape pour découvrir des gens parce qu'on est trop nombreux sur le marché. Mais là... Mais à quelle heure qui dit... Alors moi, je veux bien savoir pourquoi j'ai même pas accès. Ça veut dire que je suis... en fait, une self-tape, normalement, c'est pour voir ceux qui sont capables ou non d'aller à un premier tour. Bien sûr. Ok, donc j'ai mis, bon bah d'accord, donc j'ai diminué de niveau au point de ne pas avoir accès au premier tour. Mais... Et tu sais qu'en Angleterre, on est obligé de faire un retour à l'artiste qui envoie son self-tape. C'est terrible de se filmer soi-même, de chercher la lumière, d'envoyer et de ne pas avoir de réponse. Ça, c'est le plus difficile, je crois. Mais c'est terrible. Et en plus, d'un seul coup, on doit être cadreur, on fait la prise de son, on fait la lumière, on fait le maquillage, on fait la reprise. Quand on arrive... en plus, si je passe un casting, moi, je viens avec un choix d'interprétation. C'est mon choix, c'est ma prise de décision sur ce moment-là. On ne peut pas interpréter de mille façons différentes en arrivant à un casting. Je fais une proposition. Elle est fixée sur la vidéo. Elle est fixée. Alors que le but, justement, normalement, à un casting, c'est de dire, tiens, elle a amené ce choix-là, mais est-ce qu'elle est capable de faire un autre ? On va effrayer nos auditeurs alors qu'on est sur le podcast Ose devenir celui dont tu rêves. Alors, d'après toi, Prisca, quelle est la solution ? Toi, tes castings, tu les décroches où, par exemple ? Tu as un agent ? J'ai pas d'agent depuis très longtemps parce que à chaque fois, je me suis pris... Soit j'avais des petits agents qui venaient, je disais, mais je vais vous apporter plus que vous allez m'apporter. Ouais. Et quand j'allais voir les agents qui m'intéressaient, eux me répondaient, mais vous n'avez pas de name, donc on peut pas vous prendre. Donc ça fait des années que je fais 100 et du coup, je me bats et je suis très bien. Et j'ai jamais arrêté de travailler depuis que j'ai commencé, jamais arrêté de travailler, donc tout va bien. Je pense que l'agent n'est pas nécessaire. Pour le cinéma, si, pour tout ce qui est télé, écran, tout ça, bien sûr, c'est obligé. Donc ça m'a pas permis d'aller vers ça. J'aurais adoré. Je me dis que c'est pas perdu non plus. Maintenant, du coup, théâtre, comédie musicale, les tout castings. Ça, parce que j'avais été vue en scène et que donc on m'appelait pour passer les castings de ces trucs-là. Mais c'était extraordinaire quand il y avait le temps de passer les castings. Et cabaret, quand on a fait les castings, on était 200 dans la salle. Quel conseil ou astuce tu donnerais à ces auditeurs, à ces artistes en herbe qui veulent se lancer dans une carrière comme la tienne ? Je suis un peu perdue là par rapport à justement ces cassettes. Quoi, ces cassettes ces vidéos qu'on doit faire. Se former, ça c'est sûr. Se former, c'est évident. De toute façon, il faut être un bosseur. Et je dis, quand tout le monde s'arrête de bosser, c'est là qu'il faut continuer et s'acharner. C'est-à-dire que seront pris ceux qui continueront à travailler quand les autres se seront mis en pause parce qu'ils seront fatigués. Moi, je pense qu'on ne s'arrête jamais de travailler. On n'a pas de week-end. Quand on est un artiste, on n'a pas de week-end, on n'a pas de vacances, on n'arrête pas. Et on bosse. Maintenant, par rapport à ces vidéos, j'avoue que je suis un peu perturbée parce que je me dis, servez-vous des réseaux sociaux et des médias. Mon Dieu, comme c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a accès à tellement de choses. Je vois, aujourd'hui, il y a des artistes qui, sans doute, n'auraient pas fonctionné et qui, grâce à TikTok ou des réseaux comme ça, cartonnent
parce qu'ils font des milliers de vues, non pas des millions de vues, non pas parce que y a un producteur ou un directeur de casting ou un metteur en scène qui leur a dit oui, mais parce qu'ils ont du talent. Parce qu'ils ont du talent. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je pense aussi qu'il y a du casting sauvage comme ça. Je pense que c'est important. Et je pense que, pour ceux qui écoutent, si vous avez du talent et si vous êtes un bosseur et si en plus, c'est essentiel dans le sens essence, c'est ma vie et je ne peux pas faire autrement, alors il ne faut pas lâcher. Et ne laissez personne vous le faire lâcher si vous n'avez pas envie de lâcher. Revenons à Coquelicot. C'est la première œuvre que tu écris ? J'avais coécrit Vrai, où j'avais cette envie justement d'aller vers le vrai de ce que j'étais, ce que je voulais dire. Et je me suis beaucoup laissée travestir dans cette première pièce. Dans Coquelicot, ça n'a pas été le cas du tout. C'est-à-dire Comment c'est venu ? Comment on se lance et comment l'idée arrive ? Comment on se met à écrire ? Alors, sur Cats, j'avais bossé dans Avenue Q avec Bruno Gassio. Ouais. Et on était restés très amis. Et je lui avais dit un jour, je voudrais écrire un spectacle, je voudrais que tu m'aides parce que je me sens pas légitime. Donc, on a commencé à écrire ensemble. D'abord, il m'a demandé pourquoi je voulais monter sur scène. Et qu'est-ce que j'avais à dire toute seule ? C'est pourquoi toi ? Et je lui ai dit, parce qu'il n'y a pas un endroit au monde où je me sens mieux. Et il m'a dit, oui, j'en ai rien à faire de ça. Tu vas réfléchir à ce que tu veux répondre. Puis quand tu auras une réponse solide, on en reparle. Ça a été une claque terrible. Et un jour, il y a un jeune qui m'attendait à la sortie du théâtre après Cats. Il était sous la pluie avec un bouquet de fleurs. Et il m'attendait et en me disant, c'est vous, Grisabelle ? Parce que ce jour-là, j'étais fatiguée, je suis sortie en dernier. Donc il a attendu, je ne sais pas combien de temps, sous la pluie. Waouh. Je crois 3/4 d'heure facile. Et je lui dis, bah oui, il me dit, je voudrais vous remercier, vous m'avez sauvé la vie. Et là, ça fait gloups, pourquoi ? Et il me dit, en fait, je voulais mettre fin à mes jours. Et je me suis dit, avant, je donne une dernière chance à la vie, je vais regarder YouTube. Et la première vidéo que je regarderai, si elle m'aide. Et la première vidéo qu'il a eue, c'était Grisabella. C'est ce que je chantais pour les 170 ans de la SPA. Je crois que la vidéo est sur YouTube. Et il s'est dit, mon Dieu, si elle a la force de se relever, alors il faut que je l'aie. Et donc il m'a dit, j'avais vraiment pas fait, c'était pas, j'avais dit à personne que je faisais ça, c'était vraiment pas un appel au secours, c'était j'arrête. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, si elle a la force de se relever, il faut que je le fasse. Ça m'a bouleversée. Déjà, je lui ai dit, viens, on va boire un verre. et après, je me suis dit, j'ai rappelé Bruno, je lui ai dit, je sais pourquoi je veux monter sur scène. Parce que je pense qu'on a une capacité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'aller ouvrir les yeux, ouvrir les cœurs, ouvrir les consciences. Peut-être d'aller tendre la main à quelqu'un, je sais jamais. Moi, à chaque fois que je rentre sur scène, je me dis, bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a peut-être quelqu'un dans le noir qui va sentir que ça lui parle. Et peut-être que cette personne va repartir différente chez elle. Peut-être que ça va lui permettre d'avoir le courage de faire quelque chose qu'elle n'aura pas eu le courage de faire. Voilà, c'est pour ça, voilà. Coquelicot, c'était pour ça. J'avais eu cette envie-là. Parce que c'est un loupé, vrai. Le premier, c'est un loupé. Je me suis loupée. J'ai fait du poète-poète, quoi. J'ai voulu séduire. Et là, une des premières phrases de Coquelicot auxquelles je me suis raccrochée, c'était « Elle ne cherche pas à plaire, elle est juste fidèle à ce qu'elle est ». Et chaque fois que je rentrais en scène, quand je disais cette phrase, je me suis dit, commence par toi, Prisca, c'est bien. Cherche pas à plaire, cherche pas à les faire rire, cherche pas à ce qu'ils t'aiment. Cherche juste à leur donner simplement et en toute humilité ce message. Et puis si quelqu'un doit le prendre, il le prendra. Voilà. C'est absolument merveilleux parce qu'il y a quelque chose en toi qui existe. C'est justement cette envie de faire du bien. Tout simplement. On retrouve la psychomotricienne. Hein. C'est ça. Ça fait en s'appuyant de ces arts, on t'imagine ultra sensible, on t'imagine bienveillante et on se dit, mais comment a-t-elle réussi à persister dans cet univers artistique qui parfois est si difficile ? Il nous fait douter. Il y a des moments de doute. Est-ce qu'on est à la bonne place ? Est-ce que tu as eu un moment où tu as pensé renoncer ? Alors, justement, quand je suis arrivée à Paris, où c'était si dur, alors qu'à La Réunion,
J'avais mon émission de radio, j'avais fait 2 comédies musicales en rôle principal. Donc, et j'arrivais là, j'avais rien. Et les castings, j'arrivais en finale à chaque fois des castings. Et à chaque fois, on me disait, magnifique, mais on prend l'autre. Et c'était terrible. Et donc là, j'ai eu envie de renoncer. À chaque fois, je me disais, je me donne jusqu'à telle date. Ça, c'est bien aussi. C'est dire, je me donne jusqu'à telle date. Si en juin, là, cette année, il n'y a rien qui décroche, j'arrête. Puis en fait, à chaque fois, il y avait un truc qui décrochait 1 mois avant, 3 jours avant, 1 semaine avant. Qui te rappelle que tu es faite pour ça, Ah et ouais, que c'est je ta peux place. pas faire autrement. Et là, dernièrement, justement, avec ce fameux casting auquel je n'ai même pas eu accès, et j'ai dit à mon metteur en scène de Coquelicot, Franck Vincent, qui est un acteur extraordinaire, il joue en ce moment dans Edmond, il est extraordinaire, et je lui ai dit, mais on vient de me tirer une balle entre les 2 yeux à bout portant. Je n'ai plus accès au casting. Alors que ce rôle, franchement, j'avais toutes mes chances. Je pouvais aller me battre pour ce rôle. Et après, la question qu'il m'a posée, c'est est-ce que tu n'as pas à te battre pour Coquelicot, justement, pour aller donner ce message-là ? Est-ce que tu n'as pas plus fort à porter ? Et là, j'ai fait, ouais, peut-être qu'il faut que j'arrête arrête de pleurer sur ton ego. Mais je pense que dès qu'on est sur l'ego, c'est tellement violent ce métier que si on est sur le mauvais ego, on peut avoir très très vite mal. Maintenant, j'ai la chance d'être amoureuse du public, et je le dis aussi dans Coquelicot, et c'est ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et j'ai un vrai bonheur à me battre pour aller sur scène, pour leur donner ce message. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai trouvé ça tellement dur. Et le doublage, tu en as fait du doublage, raconte-nous. J'adore ça. J'ai moins de métier dans le doublage parlé que le doublage chanté. Parce que le chant, c'est vraiment mon dada et c'est ma grande force. Du coup, on est venu me chercher plusieurs fois pour ça. Alors au début, j'étais un peu SOS chanteuse parce que quand les... Tu entends ce que tu viens de dire ? On est venu me chercher. Oui. Et lorsque tu cites tous tes rôles comédie musicale, ce sont des grands rôles. Oui. Lorsque tu es devant un jury ou un directeur de casting, il s'émeut aux larmes. Et pardon de t'interrompre, mais souvent, tu es en haut. Et tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien l'idée, mais oui. Mais c'est pas assez. J'ai l'impression, quand je t'entends. C'est Duret qui est dur. Voilà. C'est Duret qui est dur. Ouais. C'est pareil, ce que je dis toujours à mes élèves. L'accident, le rôle magnifique qui arrive, ou même la célébrité. Axel Red, elle est devenue quoi aujourd'hui ? C'est terrible, c'est toujours l'exemple que je donne. Mon Dieu, que j'aimais cette chanteuse extraordinaire. Je me souviens de l'entendre un jour dans une émission dire « J'étais prête bien avant, ça faisait longtemps que j'étais prête. » Et quand elle dit ça, elle est au top. Et aujourd'hui, elle est où ? Et je dis toujours « Attention, le but, c'est de durer. C'est d'en vivre. » Et alors, le doublage, revenons. Alors, le doublage... On est venu te chercher ? Alors, d'abord, j'ai fait Avenue Q où j'avais plein de voix différentes. Parce que j'avais Kate Monster qui parle comme ça, j'avais Lucie la salope qui parlait comme ça, donc j'avais plein de personnages. Et donc, les gens du doublage sont venus voir ça et ils ont dit, mais elle peut faire la voix chanter qu'elle veut. Donc, j'ai fait SOS chanteuse pour toutes les comédiennes qui ne chantaient pas. Et arrivé le moment où il y avait la chanson, et il fallait une chanteuse pro. Donc, comme moi, je savais imiter, je reprenais leur voix et je faisais une voix chantée pour ça. Et maintenant, on a vu que les comédiens, les chanteurs pouvaient être aussi comédiens. Du coup, on passe toujours casting voix parlée et chanter. D'accord. C'est 2 studios différents, c'est 2 directeurs de casting différents, 2 directeurs de plateau différents. Et donc, là, moi, c'est souvent grâce à des rôles chantés qu'on me propose de faire des rôles parlés. Le dernier que j'ai fait, c'est Malvina Monroe dans Il était une fois 2, où là, je me suis éclatée. Le personnage, je suis rentrée dedans avec Barbara Tissier comme directeur de plateau, extraordinaire. Et je suis rentrée dedans comme dans un gant. Et là, j'ai foiré mon casting pour La Petite Sirène. Oh. Alors, le parcours chanté, la chanson, c'était Ursula
dans La Petite Sirène. Ok. Je me suis éclatée avec le chant et le directeur de plateau est venu me voir 3 fois après dans le hall en me disant « T'as fait un carton, c'était génial, t'as déchiré ton casting, c'est extra !» Et je suis arrivée pour la voix parlée et je suis sortie en me disant « Bon, c'est mort, j'ai pas été bonne. Je sais que j'ai pas été bonne. » Mais j'ai eu ma chance, c'est ça qui est génial. Comment tu te prépares justement avant un casting? C'est terrible hein, de se présenter à un moment T et on a quelques minutes. Est-ce que tu te prépares avant un casting? Est-ce que tu as des petites choses que tu fais? Pas un casting doublage, parce que doublage, on découvre tout à la dernière seconde. On découvre le personnage, le texte, l'univers et même ce pourquoi on vient doubler souvent. On ne sait pas. Quand on vient pour un casting doublage, pour un rôle principal dans un film ciné, on ne sait pas pourquoi on vient auditionner. On est convoqué à telle heure, tel jour. Donc, je me chauffe la voix. Je me chauffe énormément la voix, le corps, etc. Et sinon, pour un casting préparé pour une pièce de théâtre, une comédie musicale, je me fais coacher. Tu te fais coacher? Toujours. Toujours. Tu te fais coacher par qui? Est-ce que tu nous dirais? Alors, j'ai mon metteur en scène, Franck Vincent, qui, en plus, j'ai de la chance, c'est mon voisin, donc c'est pratique. D'accord. Qui m'a beaucoup coaché sur des rôles joués théâtre. Notamment, il m'a préparé pour Paprika, que j'ai joué avec Victoria Abril. Là, je me suis régalée. Et sinon, je me suis longtemps aussi fait coacher en chant, notamment par Jasmine Roy. Qu'on connaît très bien, oui. Oh, j'adore Jasmine. Et avant des castings chant, souvent j'allais la voir en disant tiens, est-ce que tu peux me faire travailler ça? J'ai travaillé aussi avec John Florencio sur par exemple Cats, quand je suis arrivée pour la chanson de Cats, alors que je la chantais partout, que les gens me disaient c'est tellement joli. Et moi je me disais ouais, c'est tellement joli, mais je pourrais aller tellement plus loin et personne me pousse. Ça me gave. Personne me pousse plus loin. Moi je sais que je peux aller plus loin. Ce qui revient beaucoup, c'est le chant. Tu es une chanteuse. Ah, j'adore ça. Pendant longtemps, je n'osais pas le dire que j'étais chanteuse. Ça me paraissait... Ça s'entend. Ça s'entend beaucoup. Est-ce que tu as déjà sorti des titres ou est-ce que tu as l'envie de sortir des titres? Est-ce que tu écris? Alors, j'ai écrit des chansons d'ado. Des trucs super cuculapraline. Je rêve de trouver mon compositeur. Mais c'est vraiment, c'est complexe, ça. C'est vraiment trouver une harmonie parfaite. J'aurais plein de choses à dire en chant. J'adorerais. Tu as encore plein de rêves. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Prisca? Alors, de monter la parfaite équipe pour permettre à Coquelicot d'aller au niveau où on a envie qu'il aille. Moi, je voudrais qu'il aille sur les routes du monde, ce spectacle-là. Et je voudrais qu'il aille dans des plus grandes salles parce que pour l'instant, on est 2 en scène avec juste un pianiste. J'ai 2 pianistes en alternance. Il y a Shai Olone et Stan Kramer qui sont fantastiques. Et j'aimerais en avoir 5 derrière pour pouvoir avoir une musique. Je voudrais mettre ce show à l'américaine plus. En fait. Il faut aller le voir au théâtre de la Contrescarpe. Dès le mois de mai, tous les vendredis 21h, samedi 20h30, une ode à l'audace, à la vie. Oui, à être soi. Merci Prisca pour ce beau moment. Merci énormément de m'avoir accueillie. À bientôt. À très vite.